Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog concernant le congrès virtuel de l'American College of Occupation and Environmental Medicine, qu'on pourrait traduire par le Collège américain de médecine du travail et de l'environnement. Donc un congrès virtuel cette année évidemment, qui aurait dû théoriquement se passer à Austin au Texas. Donc au lieu de visiter le Texas, eh bien je visite mon salon pour quelques jours et donc je vais vous parler des quelques communications et sessions auxquelles j'ai assisté. Alors la première session, c'était essentiellement la présentation du nouveau référentiel de compétences américain de la médecine du travail. Alors, je ne suis pas sûr que c'est une session qui risque de passionner les foules de celles et ceux qui pourraient écouter cette vidéo, mais moi, en tant que directeur de programme de résidence, c'est une session qui m'a beaucoup intéressé. Alors, il faut savoir qu'en 98, l'ACOEM a décidé de mettre sur pied un référentiel de compétences qui définit les compétences que les médecins pratiquant la médecine du travail et de l'environnement aux États-Unis devraient avoir. Et ce référentiel a été successivement remis à jour. Et il a été décidé en 2018 de faire une nouvelle mise à jour, ce qui a donné lieu à un document donc, qui a été mis en ligne, mis à disposition récemment, là en 2021. Alors évidemment, je ne vais pas passer en revue l'intégralité de ce document, je tâcherai de mettre le lien public dans la barre de description. Si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compétences sont listées entre ce qui est, j'allais dire, obligatoire, requis pour tous les médecins du travail et de l'environnement, et aussi un certain nombre de choses qui sont plus optionnelles, comme par exemple, on peut citer sur le versant dermato, par exemple, la pratique des patch tests ou des prick tests, qui est certes quelque chose que certains médecins du travail peuvent faire, mais que tout le monde ne fait pas et qui n'est pas forcément possible réglementairement partout, ce qui fait que ça c'est dans les compétences optionnelles. Par contre, en dermatologie, dans les compétences core, les compétences centrales, il y a le fait par exemple faire un diagnostic d'une dermatose professionnelle, d'identifier celles qui sont aggravées par le travail, les dermites allergiques de contact, les dermites irritatives de contact notamment. J'ai trouvé assez intéressant que les présentatrices, quand elles ont mentionné la revue des bilans hépatiques, notamment dans la section gastro-entérologie et hépatologie, le fait que l'interprétation des bilans hépatiques biologiques devait se faire au regard des expositions professionnelles, ce qui, moi, m'a paru assez important, c'est-à-dire que ça permet de mettre un petit peu de côté le fait qu'on pourrait glisser sur l'interprétation des bilans hépatiques au regard des consommations, par exemple, de boissons alcoolisées. C'est assez centralisé sur la question des expositions professionnelles, ce qui est très intéressant. Alors, la docteure Baker, qui est actuellement d'ailleurs la présidente de l'ACOEM, a présenté à la fois les chiffres des professionnels qui sont adhérents à la COEM et la variété des pratiques professionnelles qu'ils ont. Alors, il y a 19% des membres qui ont une pratique clinique, 7% qui travaillent à l'université, 4% avec les militaires, 15% qui travaillent pour des entreprises, pardon. Et donc, ça fait une variété de lieux de pratique différents, ce qui explique aussi le fait que les compétences requises ne peuvent pas être uniformes, l'exercice étant tellement varié, et un poste de médecin du travail dans une entreprise est tellement différent de celui qui peut être dans une clinique ou quoi que ce soit du genre. Et elle a donc aussi listé les résultats d'une étude de 2007, ça date un peu, ça mériterait d'être fait d'ailleurs, de l'intérêt qu'ont les médecins du travail américains sur les différents aspects de la pratique de la médecine du travail et de l'environnement. Alors ils disent que la majorité sont très intéressés et estiment très important tous les aspects cliniques, les aspects d'évaluation de l'incapacité et l'aptitude au travail, et puis ils vont mettre un petit peu plus loin tout ce qui est médecine environnementale d'ailleurs, et encore un petit peu plus loin tout ce qui a trait à l'épidémiologie et aux biostatistiques. C'est assez intéressant, c'est un papier de 2007, je tâcherai aussi de vous mettre la référence en barre de description. Je passe maintenant à la deuxième session qui a porté sur le 20e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001.
sur les tours du World Trade Center et du Pentagone. Alors là, on a eu une présentation qui a été faite par un trio de professionnels. Frank Ehrenfeld, qui est un directeur d'un laboratoire d'analyse spécialisé en amiante, Celia Booth, qui est une hygiéniste industrielle, et Iris Udazin, qui est la directrice médicale de la médecine du travail et environnementale à l'université Rutgers. Alors la première présentation, elle était de Frank Ehrenfeld, donc ce spécialiste en laboratoire, qui nous a parlé plus de la collecte des échantillons, de leur analyse. Il a d'ailleurs rappelé quelque chose que je ne savais pas, très honnêtement, c'est qu'en 1993, il y a déjà eu une attaque contre une des tours du World Trade Center, le parking de la tour Nord, très exactement. Et donc, il y a eu déjà à ce moment-là, en fait, des émissions de poussière et des personnes qui sont intervenues, des secouristes, qui ont été exposées à ces poussières-là et sans forcément le port des EPI qu'ils auraient dû avoir. Alors, après les attaques de 2001, le laboratoire dont il s'occupe a été un petit peu submergé des demandes d'analyse et des échantillons qui sont arrivés en abondance après les attaques. Alors, il faut savoir que ces échantillons-là, en fait, étaient assez particuliers parce qu'il y avait une espèce de mélange à la fois de poussière, mais aussi de débris carrément dans les échantillons. Et ce qui est assez choquant, c'est que les techniciens de laboratoire qui analysaient ces échantillons-là, parfois voyaient des restes humains, des bouts d'ongles ou des bouts d'os qui pouvaient être dans les échantillons à analyser, ce qui est quand même assez inhabituel quand on fait de l'hygiène industrielle et de l'analyse de labo. Donc ça, c'était quelque chose d'assez assez important quand même. Alors, dans l'analyse de ces débris, on a retrouvé bien sûr de l'amiante et en particulier de la chrysotile. Alors cette chrysotile, elle avait aussi la particularité d'avoir en fait une surface endommagée avec présence de soufre notamment, ce qui a été considéré comme étant une forme de signature de ces poussières d'amiante spécifiques aux attentats du 11 septembre. Ils ont également retrouvé un certain taux de cadmium, de chrome et de plomb dans ces analyses-là. Alors par la suite, après l'effondrement des tours, il y a eu des mesures atmosphériques qui se sont faites dans les semaines et mois qui ont suivi, avec des collectes de particules par bande et par rang de concentration. On a différencié les particules les plus fines jusqu'aux plus grosses. Et ce qui est intéressant, c'est que cette collecte-là, elle était dépendante de la météo, c'est-à-dire que les jours où il pleuvait, où il y avait des vents marins, eh bien les taux chutaient en fait de ces particules-là. Donc c'est vrai que la météo a influencé la collecte des échantillons. La dernière chose que cet orateur nous a mentionné, c'est que on s'est intéressé au port des équipements de protection individuelle de ces travailleurs-là, en fonction des jours qui se sont écoulés après les attaques. Et de manière pas très surprenante, au jour 1, l'essentiel des travailleurs, plus de 50%, ne portaient aucun équipement de protection individuelle, puis ce taux-là diminue au fur et à mesure des jours. Et ce n'était pas sans me rappeler ce qui s'est passé avec la Covid-19, si on se souvient bien, dans les jours, les semaines du début de la pandémie, la protection des travailleurs de la santé était très difficile, et notamment du fait du manque de disponibilité de ces équipements de protection individuelle. C'est peut-être quelque chose qui est à surveiller dans l'intervention après une catastrophe, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, on a peut-être beau se préparer, les systèmes de réponse sont peut-être de manière assez pas surprenante submergés par les demandes, l'assistance qu'ils doivent porter. Donc il y a aussi peut-être le fait que quand on est comme ça dans l'urgence de devoir porter assistance aux autres, se protéger soi-même, c'est peut-être pas la priorité. Et il y a eu tellement de gens qui ont porté assistance, et peut-être des gens dont il n'était pas prévu qu'ils portent assistance dans les plans initiaux, qui ont été rapidement sur site et ont aussi peut-être pris moins de précautions pour se protéger.
Donc je pense que ces chiffres-là, il faut les voir à l'échelle collective. Alors c'est vrai qu'il a été mis l'accent sur le fait que c'était individuel, les gens ne se sont pas protégés, mais toujours il faut replacer ça dans le contexte des systèmes de travail. Est-ce qu'il était possible de faire mieux? Est-ce qu'il y avait la disponibilité? Et est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de sentiment d'urgence qui fait qu'on s'est précipité sur le site? Et quand bien même on a été préparé, peut-être que le port des EPI n'a pas été optimal. Alors après, il y a eu tout le volet clinique de tout ça, présenté par la docteure Udazine, qui a participé à la surveillance clinique des personnes qui sont intervenues dans la réponse aux attentats du 11 septembre. Les effets immédiats, baisse du VEMS, et qui est une baisse du VEMS qui ne remonte pas. VEMS ou FEV1 en anglais, le volume expiratoire maximal pour une seconde. Ensuite, il y a l'apnée du sommeil, qui a la particularité dans cette population-là de survenir plus fréquemment chez des gens qui n'ont pas de surpoids. Et puis, de manière un peu plus retardée, on a noté une augmentation de l'incidence de la sarcoïdose. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué, parce que j'avais eu un cas d'un travailleur, d'un pompier notamment, qui avait une sarcoïdose. Et on a un certain nombre de papiers, notamment de la cohorte du World Trade Center, qui montrent une augmentation de l'incidence de la sarcoïdose chez les gens exposés aux poussières du World Trade Center. Et puis, enfin, il y a une augmentation modeste, mais assez consistante de tous les cancers. Et de manière plus ciblée, du myélome multiple, des cancers de la thyroïde et des cancers de la prostate. Et cette augmentation-là, elle est significative pour ces 3 cancers. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est les cancers de la prostate. Ce qu'elle disait, c'est que la plausibilité biologique est encore pas forcément bien documentée, mais ce sont des cancers qui touchent des populations plus jeunes et qui sont particulièrement agressifs. Donc c'est quelque chose à avoir en tête là-dedans. Alors, après, l'extrapolation à d'autres populations, à d'autres circonstances d'exposition est peut-être difficile parce que les poussières sont spécifiques. On a parlé de cette signature avec cette chrysotile marquée au soufre, mais c'est quand même quelque chose à surveiller et ça aussi nécessite de revoir ces expositions, notamment le risque de sarcoïdose chez les pompiers. Dernière session à laquelle j'ai assisté, qui est une session qui portait sur l'utilisation de la médecine basée sur l'épreuve dans l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je serai bien plus rapide sur celle-là parce que c'est pas tout à fait mes centres d'intérêt. Et c'était une communication qui était essentiellement sur les aspects financiers, c'est-à-dire qu'est-ce qui coûte le plus cher au système de compensation, quelles sont les plaintes pour les demandes d'indemnisation, on pourrait dire ce qu'on appelle les claims en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, quels sont les plus longs, qu'est-ce qui va représenter la charge la plus importante pour les systèmes. Alors il faut savoir qu'à la Johns Hopkins University, ils ont un centre de recherche en fait spécifique sur la recherche sur les accidents du travail, maladies professionnelles et particulièrement sur l'indemnisation de ces accidents de travail et maladies professionnelles. Donc il y a eu un certain nombre de maladies et de traitements qui ont été passés en revue. L'utilisation des stimulateurs de la moelle épinière, les Spinal Cord Stimulators, qui ont été approuvés par la FDA dans certaines indications, comme le syndrome de fatigue chronique ou ce qu'ils appellent le Failed Back Surgical Syndrome, qui est une entité que je ne connaissais pas, qui pourrait se traduire par le syndrome post-échec de chirurgie rachidienne, on pourrait dire. Les spécialistes pourront me corriger dans les commentaires si je disais des bêtises. En tout cas, il y a eu une présentation sur le marché, sur combien ça générait d'argent, etc. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas tellement. Et puis ensuite, il y a eu le fait que ces stimulateurs, c'est un coût important. Pour le coût moyen d'une demande d'indemnisation, c'est aux alentours de $100 000 US. Et ce sont des dossiers qui durent au moins en moyenne 5 ans. Donc ce sont des coûts importants pour ces systèmes-là. Je passe un peu pour en venir au deuxième sujet sur les antalgiques, donc la gabapentin, la prégabaline et les opiacés.
leur utilisation dans les indemnisations des accidents de travail et maladies professionnelles en Louisiane cette fois-ci, avec en fait entre 2008 et 2018 une baisse à la fois de l'usage de la prégabaline et des opiacés, mais et aussi une augmentation dans le même temps de la gabapentin. Il a été rappelé par le docteur Lavigne, qui est un spécialiste en physiatrie, en MPR de l'Université du Maryland, que l'utilisation des gabapentinoïdes n'est pas extrêmement efficace dans les problèmes qui peuvent être liés à l'activité professionnelle. Alors, ce qui est dommage, je trouve, c'est mon commentaire personnel, c'est que ces chiffres-là, qui sont intéressants, qui montrent ces évolutions-là, n'ont pas été mis en perspective avec l'efficacité. C'est-à-dire, certes, on a une réduction de la prescription des opiacés, mais est-ce que c'est associé à une meilleure prise en charge des travailleurs? Est-ce que les niveaux de douleur sont diminués? Eh bien, ça, ce n'est pas des données qui étaient présentées. Je pense que ce serait une poursuite de recherche qui serait assez intéressante. Certes, c'est probablement moins de coûts pour les systèmes de compensation des accidents du travail, c'est très bien de leur point de vue, mais ce qui m'importe moi, c'est que les travailleurs soient avec une prise en charge de la douleur qui soit effectivement meilleure. Donc il faudrait mettre en perspective les deux. Et puis plus rapidement, il y a eu des données sur les visites chez les physiothérapeutes, les kinésithérapeutes, des données du Texas qui ne sont pas, je trouve franchement révolutionnaires. Encore une fois, toujours un peu la même chose. La majorité des coûts viennent d'un petit nombre de travailleurs qui sont les plus graves. Probablement aussi ceux qui font le plus de visites chez les kinés, sachant qu'aussi que ceux qui font le plus de visites chez les kinés, ce sont ceux qui sont le plus longtemps en dehors du temps de travail, le plus longtemps en arrêt. Et le plus longtemps vous êtes en arrêt, le plus grave c'est, et le moins vous avez de chances de retourner au poste de travail. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette première journée, et je vais vous retrouver demain pour une nouvelle journée de cette conférence, avec d'autres communications que je vais vous synthétiser.